de connexion et pas de soucis techniques. Donc, je suis Patrick Boissat et j'interviens dans le cadre du dispositif construit et structuré par la CPME Rhône-Alpes depuis maintenant 2-3 ans. Donc c'était Finance PME. Maintenant, il a changé de libellé, mais les thématiques financières sont là. J'interviens au titre de ma première casquette. Alors, je vais effectivement vous parler du sujet business plan en essayant d'y mettre un peu de vécu personnel. Deux casquettes. Une casquette d'un cabinet de conseil que j'ai créé il y a maintenant 4 ans qui s'appelle A2 Partners et par lequel nous travaillons avec la CPME Rhône-Alpes. Travaillant sur des problématiques et opérationnelles, qui est mon associé, et moi, financièrement, les thèmes étant pour moi complètement indissociables en entreprise. Donc, une action sur la performance opérationnelle aura des conséquences financières, une action par l'angle avec une problématique qui est plutôt d'angle financière va avoir des conséquences opérationnelles où il faudra remonter vers les processus opérationnels pour la traiter. Les business plans, les démarches de pilotage en font partie. Donc, nous intervenons maintenant depuis 4 ans dans des PME de la région, des ETI, et dans ce cadre de formation et de transmission de finances PME. Donc, ça, c'est la première activité. Il y a maintenant 1 an aussi, nous l'avions inscrit quand on s'est créé, nous souhaitions entreprendre et reprendre, et nous avons repris une société qui s'appelle JS Automation, qui est dans le monde de l'industrie 4.0. Nous en sommes les dirigeants en parallèle de notre activité d'A2 Partners. Et cette société est spécialisée dans la collecte, la consolidation, le recueil, la visualisation et le contrôle-commande de données opérationnelles. Donc, on est dans le métier du contrôle-commande, de la supervision de processus. Et nous construisons en fait des solutions pour des ETI, des PME et des groupes pour piloter le processus de fabrication quand on parle de l'industrie ou de distribution d'énergie quand on est auprès de régies ou d'intégrateurs en énergie. Donc, nous vendons du matériel, des licences et nous intégrons un logiciel de supervision, un SCADA, auprès de nos clients. Une société qui a 25 ans d'existence et une société qui a 10 personnes. Et donc, dans ce dont on va parler là, comme on l'avait évoqué aussi pour le poste client, eh bien, c'est des problématiques que j'ai au titre de JS, un peu moins de partenaires parce que les conseils, c'est moins complexe, mais vraiment pour l'activité de JS Automation, qui est une activité d'achat-revente de produits, de licences et de prestations intellectuelles. J'ai pu voir effectivement à travers A2 Partners et les clients d'A2 Partners quelles étaient les problématiques en matière de business plan et les questions que ça pouvait poser. Voilà, donc nous allons, je me permets effectivement de partir sur cette thématique-là. Alors, dans l'organisation, comme je l'ai fait la dernière fois, je pense que ça a été assez pratique, c'est que ce ne soit pas un monologue, vous avez moyen d'activer les micros, poser des questions. Je vais évoquer des idées alors, qui peuvent paraître générales, bien sûr, dans le temps imparti. Je ne connais pas toutes les réalités concrètes sur le terrain en termes d'activité, de là où vous en êtes, comment vous êtes structuré, organisé, combien vous êtes de personnes, quels sont vos marchés, vos clients, dans quel rayon d'action vous opérez. Donc, ça m'est difficile d'être le plus adapté pour vous. Mais par ces principes, n'hésitez pas à poser des questions en cours pour susciter l'échange. Et moi, ce que j'essaye d'atteindre pour vous, c'est dans cette période bizarre, bizarre et parfois surréaliste et inédite, c'est d'éviter la panique. Même si tout l'environnement autour de nous, qu'il soit personnel, médiatique, géopolitique, est assez anxiogène, économique aussi. Il faut s'éviter la panique, rester rationnel dans la démarche qu'on peut faire autour de notre business plan. Il va falloir s'adapter, garder la tête froide bien sûr, et puis éviter ce que j'appelle le stop and go. Je fais un truc,
je prends une action, puis après, je reviens dessus, puis je la relance, etc. On a effectivement, en termes d'activité, c'est l'objet, se poser des questions sur ce qui peut se passer dans les 6 mois qui viennent. Je parle d'activité et donc de business plan. Et puis aussi un petit peu plus loin dans l'année ou les 2 ans qui viennent. Donc c'est et du très court terme et des réflexions plus structurelles. Et dans toute crise, il y a des opportunités. C'est-à-dire que ce qui se passe là, ça doit vous amener à réfléchir sur votre activité au sens large. L'organisation du travail, l'organisation humaine, les clients, les canaux de distribution. On va parler du dimensionnement de l'activité, du dimensionnement des charges d'exploitation qui sont pour préserver et survivre. Voilà. Donc, c'est cette problématique que je voudrais aborder avec vous en évoquant des pistes, une démarche qui doit être un peu constante, un petit rituel à instaurer pour s'adapter déjà d'un point de vue sous l'angle vraiment financier. Ne connaissant pas la réalité de vos clients, de vos marchés, je ne peux pas aborder tous ces thèmes-là, mais vous aurez des pistes comme ça. Ça vous va? Donc, n'hésitez surtout pas à réagir et à poser les questions au fur et à mesure que j'avance. Alors, on est donc effectivement dans une période de crise, où il va falloir se réinventer, et c'est pas une porte ouverte. Donc, il y a des réflexes que ça doit déclencher d'un point de vue gestion, au sens large, et gestion de l'entreprise. Tout de suite, ça doit déclencher. Alors, si ça ne l'avait pas déclenché avant, parce que pour moi, Covid ou pas Covid, il doit y avoir des réflexes de réflexion qui sont en permanence quand on est chef d'entreprise. C'est que là, on a une situation exceptionnelle et il faut se poser les questions de ce qui peut se passer dans les 6 prochains mois. On est aux prémices de la reprise ou du déconfinement. Et après, qu'est-ce que ça peut changer sur tous les aspects de l'entreprise et des clients et des concurrents et de notre offre et de notre organisation et de notre équipe de travail et de nos équilibres financiers. Et c'est ça donc que je voudrais aborder. Les principes généraux, donc, c'est que ce qu'il est en train de se passer, qui bouleverse tout, et c'est ça un peu le postulat d'A2 Partners quand on l'a créé, c'est qu'on a des équilibres financiers, partant du chiffre d'affaires, même des devis, des commandes, si on est dans cette chaîne-là, et du chiffre d'affaires et donc du résultat à la fin. Et déjà en période normale, n'importe quel paramètre, tous les paramètres vont faire bouger l'équilibre financier. Vous pouvez les faire bouger. Toute décision. Alors, des décisions qu'on ne maîtrise pas, ce qui est extérieur, et puis ce qu'on prend comme décision en interne. Alors, vous imaginez qu'en la période qu'on imagine, enfin, qu'on est en train de traverser là, tous les équilibres sont perturbés et un moment de réflexion s'impose pour reposer les chiffres. Et c'est ça qu'il faut, qui peut amener une démarche rassurante. Il faut reposer les chiffres pour éviter la panique sur du court terme, sur du plus long terme, 1-2 ans, et après se reposer les questions régulièrement. Et donc, se poser les chiffres, en fait, qu'est-ce que ça perturbe d'un point de vue financier, si je l'aborde sous cet angle-là, c'est tout simplement le point mort de votre entreprise, que je ne connais pas. Je ne sais pas où vous en êtes par rapport à votre point mort. Est-ce que vous êtes largement au-dessus ou est-ce que vous êtes juste au point mort ou est-ce que vous êtes déjà un peu en dessous? Donc là, c'est quel est le point mort? C'est-à-dire le nombre de produits, je le répète, le nombre de produits que je dois fabriquer si je suis dans une activité manufacturière de production ou que je dois vendre si je suis dans un négoce, ou le chiffre d'affaires que je dois réaliser dans mes différentes activités pour que j'atteigne 0 de résultat, que je sois à l'équilibre, à minima. Donc, est-ce que vous en avez connaissance? Ça, c'est une question que je vous renvoie. Est-ce que vous en avez connaissance? Est-ce que vous le connaissez? Oui, non. Et où est-ce que vous êtes par rapport à celui-ci? D'accord? La différence entre les deux, si mettons j'ai un point mort à 1,5 million d'euros, il faut que je fasse 1,5 million d'euros pour être à l'équilibre.
que l'année dernière, mes derniers chiffres, je tournais facilement à 2 millions, 2 millions et demi, j'ai de la sécurité. La différence entre ces deux chiffres étant ce qu'on appelle l'indice de sécurité, c'est-à-dire la marge de manœuvre. Donc, il faut s'appuyer sur votre connaissance. Et on va voir comment, si vous ne l'avez pas appréhendé, dans quelle démarche, à partir de quel outil ou quelle base de données, on peut essayer d'approximer ça pour après prendre des actions. Bien sûr, le business plan, en fait, il s'intègre. Quand je parle de business plan, je simplifie, pour être clair dans mon message, sur ce qui se passe dans votre compte de résultat. D'accord ? C'est-à-dire, j'ai un équilibre, j'avais structurellement un résultat, j'ai de l'activité, différents types d'activités, différents marchés, différents clients. Je dégage du résultat à certains niveaux. C'est cet équilibre qui est modifié, perturbé grandement. Et reposer les chiffres, eh bien, il faut le replacer dans le contexte de trésorerie. Parce que l'objectif final, là, qu'on a à très court terme, tous autant qu'on est, c'est de survivre. C'est de survivre. Et survivre, c'est la trésorerie. Ça, je ne vous l'apprends pas. La trésorerie, c'est la traduction du business plan, de l'activité. D'accord ? Donc, bien replacer toujours quand on fait vous allez reposer des chiffres d'activité, de commandes, de chiffre d'affaires, de marge brute sur votre activité, de charges fixes, de charges d'exploitation, de résultats, c'est de bien traduire en prévisionnel, le traduire en trésorerie, encaissement et décaissement. D'accord ? Ça, c'est venant de l'activité, avec votre facturation, les règlements que vous avez, les paiements fournisseurs. Et puis après, j'en réfère dans ce dispositif de pilotage de trésorerie, ce n'est pas l'objet de la discussion là, mais de tout le dispositif d'État qui est en place. On va reposer les chiffres, vous allez reposer, vous l'avez déjà fait, les chiffres de business plan. À côté, il y a des dispositifs pour gagner encore du temps en termes de trésorerie, indépendamment de l'activité. Les reports d'échéance, URSSAF, l'activité partielle, obtenir avec le besoin de financement que vous allez établir avec votre business plan, s'il y a un besoin de prêts garantis par l'État, des subventions, il y a des prêts garantis au niveau de l'État, il y a des prêts disponibles au niveau de la région. Voilà. Bien mettre ça en perspective. Il y a, et c'est là où cette période bizarre crée toujours des opportunités, c'est que moi, je m'en suis rendu compte. Alors, je suis peut-être un peu difformé parce que dans ma nouvelle activité en parallèle d'A2 Partners, j'assure la gestion de JS, qui est mon parcours professionnel, et puis j'assure maintenant le développement commercial. Donc, je suis un petit peu déformé par la chose financière. C'est-à-dire que pour moi, ce que je vous dis là, c'est inscrit, c'est dans l'ADN, c'est un rituel. Donc, cette période particulière nous amène à nous re-questionner, reposer les chiffres très court terme et va vous révéler les points où il manquait des choses d'un point de vue gestion pour assurer la pérennité. Vous allez voir qu'effectivement, il y avait peut-être des charges d'exploitation, vous n'étiez pas reposé la question. C'est le moment de le faire pour faire un petit nettoyage et puis repartir sur d'autres bases par rapport aux prestations et ce que ça apporte comme valeur ajoutée à l'entreprise. De même, vous reposez la question sur vos marges opérationnelles, sur la contribution que vous apportent les marchés, sur des nouveaux marchés qui peuvent s'ouvrir. Voilà. Donc, il y a la période d'urgence et puis, en posant les chiffres et en vous re-questionnant, vous allez dégager des actions aussi structurelles, c'est-à-dire prendre des décisions sur des adaptations par rapport à des marchés, par rapport à une structure de coûts, etc. Quand on va parler de coûts, puisqu'on va parler effectivement d'ajustement et par rapport au point d'équilibre, au seuil de rentabilité qui est perturbé, qui peut être très perturbé, on agit par le haut, donc on est contraint plutôt par le haut, qui est l'activité qu'on pense avoir. Et donc, il nous reste à travailler le bas, c'est-à-dire les coûts d'exploitation. Comme la priorité absolue est à maintenir l'activité et survivre,
Il s'agit, quand on va parler de coûts et de dépenses, de se focaliser sur les dépenses qui contribuent à l'activité. Donc ça, c'est une approche qu'il va falloir inscrire. Tout ce qui ne contribue pas à l'activité dans le très court terme, on peut, selon les échéances et selon la facilité de mise en œuvre, eh bien, les mettre de côté. C'est ce que j'ai pu faire. Et ça, je vais vous le présenter dans un petit schéma selon un axe de travail. Donc, c'est priorité à l'activité, priorité aux dépenses qui contribuent à l'activité, notamment du côté commercial. Des questions jusqu'à maintenant? Non? Pas de point particulier? Vous me dites si ça répond. Alors, avant de partir bien en tête, quels sont les moyens? Alors là, c'est en fonction de votre organisation, comment vous êtes structuré en interne. Je parle effectivement des business plans et sous l'angle financier. Pour faire ce travail-là, reposer les chiffres, reposer les données, vous les avez peut-être toutes en tête. Certains fonctionnent comme ça. Pour d'autres cas, il s'agit de repartir des données. Les données, vous avez les liasses fiscales. Donc ça, c'est de votre dernier exercice. Même s'il y a eu beaucoup de perturbations, ça a changé. La liasse fiscale, le détail des comptes qui en ressort. Donc je parle de la deuxième partie de la liasse que doit vous donner votre comptable si vous êtes en prestation externe. Vous donne un détail de compte, de chiffre d'affaires, évidemment de revenus, de charges d'exploitation avec des charges complètement variables liées à l'activité, d'autres qui sont des charges fixes en support de l'activité. Ces détails de compte va vous permettre effectivement de travailler votre point mort, d'avoir une visibilité sur votre point mort. Qu'est-ce qui est variable, qu'est-ce qui est fixe, qu'est-ce qui est vraiment lié à l'activité, qu'est-ce qui n'est pas lié à l'activité directement. En fonction de votre organisation, nous sommes fin juin. Si vous fermez au 31 décembre, donc vous avez la dernière photo du 31 décembre, vous pouvez peut-être, si vous avez un service comptable ou si vous avez des outils de gestion en interne, demander une situation intermédiaire à votre comptable en interne ou à votre service financier si vous en avez un. Je suis clair, si vous êtes avec un comptable externe, alors, sauf si vous lui mettez une pression de dingue, mais lui demander une situation intermédiaire au bout de 6 mois, si on est au 31-12 et on voulait une photo à fin juin, ça va être un peu, à mon avis, ça va être un peu compliqué. Ouais. Et c'est là, je le dis clairement, c'est là où je vois la limite de l'externalisation. Je ne sais pas s'il y a des experts comptables ou des services comptables dans l'auditoire, mais je provoque un peu. Mais c'est vrai que là, il s'agit de réagir, d'avoir une situation peut-être un peu en urgence. Ça va être, on va mettre du temps. Et chaque mois compte là. Chaque mois compte pour se bâtir la photo. Ça serait bien de l'avoir, mais c'est plus long à obtenir d'un service externe. Voilà. Et c'est là la limite de leur concept de service partenaire, à mon avis, à mon humble avis. Donc, s'appuyer sur ce que l'on a. Si on a quelqu'un qui a une compétence en interne, décoder, déchiffrer. Si vous avez déjà des outils où vous faites des petites clôtures analytiques de compte au mois le mois avec déjà des indicateurs, ça va vous donner des points de repère pour avoir ça comme base de départ. Et puis, en outil, bien sûr, un prévisionnel de trésorerie, c'est à traduire ça en encaissement et en décaissement. J'ai un petit outil standard sous Excel que j'utilise et que je partagerai avec vous, que je vous enverrai. Je ferai passer par Arnaud. Dans les outils opérationnels, donc dans les outils ou les indicateurs, vous avez en tête, ça ne peut pas être autrement, mais ça vous donne déjà une idée de là où vous en êtes par rapport à ce fameux point d'équilibre. Combien il me faut de chiffre d'affaires pour ne plus être à risque? Et si j'y suis pas, qu'est-ce que je mets en place? Parce que c'est ça la question. Alors, dans ces indicateurs ou ces alertes, ces niveaux d'alerte, il y a les devis. Donc, effectivement, si vous êtes dans une activité de devis, je vais donner un exemple, effectivement, à titre personnel.
pour notre activité de contrôle commande et de supervision de processus dans le 4.0. Toute facturation passe par une commande qui passe par un devis, généralement dans 70% des cas, pour de la vente de matériel, pour du logiciel ou même pour de la prestation. Bon, là, moi, je suis à titre personnel dans la gestion de ça en alerte parce que le nombre de devis a été divisé par 2, le montant de mes devis a été divisé par 2 en mai et en avril. On ferme les comptes au 31 mars. Voilà, donc déjà, par rapport… Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous devez avoir en tête, quelque part, avant même de poser les chiffres du compte de résultat, bon, c'est quoi, si j'ai des devis qui arrivent, mon activité normale en nombre et en valeur. Et si je n'ai pas X ou X milliers d'euros de devis un peu par mois, ben, c'est que je vais peut-être déjà me mettre à risque. Je vais déjà devoir déclencher des choses. Ça commence bien en amont. Alors, bien sûr, la traduction en commande. Donc là, les alertes que j'ai de mon côté, c'est le nombre de commandes, le montant des commandes. C'est là, je dis, effectivement, je suis à 50%, donc ça doit intellectuellement me déclencher. J'avais fait un petit budget. Alors, il se trouve que nous, la période de difficulté ou de questionnement, on repose les chiffres, ça a parfaitement été synchronisé avec notre budget. Donc, vous verrez la méthode que je vous propose. Mais si vous aviez fait un budget au mois de janvier, il est urgent de ce qu'on va faire, de le repositionner, de refaire une prévision pour tout redimensionner. Là, j'ai moi fait la synchronisation des deux. Sur la base de quoi? De ce que je vois arriver en devis, de mes craintes, de mes commandes. Vous allez y intégrer aussi, si vous êtes dans une activité de produits manufacturés, de transformation, le plan de production ou le plan de charge si vous êtes dans de la prestation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a prévu dans le carnet? Est-ce qu'il y a un délai de production et j'ai un carnet de commandes sur lequel je peux vivre un petit moment ou pas du tout, ou c'est une production des réceptions d'un devis ou d'une commande avec un cycle de fabrication très court. Là, la cartographie ou la typologie de votre activité entre en compte, mais c'est un indicateur d'alerte important, avec bien sûr le taux de charge. Le taux de charge de vos équipes de production ou si vous êtes en prestation de service, de vos équipes intervenant comme prestataires de service. Le danger absolu ici, c'est d'être dans une situation que j'ai vue, pas en période de crise, mais que j'ai retrouvé plusieurs fois dans des situations de production, avec ce fameux effet ciseau, sans reposer les chiffres, où on ne suit pas forcément ces indicateurs, etc., où on n'a pas trop d'alerte dans ces domaines-là, dans ce domaine de production, et on est en sous-activité de production, et on fait appel à de la sous-traitance en parallèle. Donc, je pense que vous n'êtes pas là. J'en ai connu, je vous dis, mais je ne pense pas comme ça, mais c'est là c'est le pire des effets. C'est la catastrophe absolue, parce qu'on est en train de tout alourdir et de tout plomber. Donc, effectivement, ces points, je raccroche à une démarche de pilotage, même dans une activité de prestation de service, prestation intellectuelle, c'est clé pour savoir à quel niveau. À titre d'exemple, là aussi, je ramène notre exemple de prestataire de service sur JS. On est toujours dans la configuration où on avait un carnet de commandes où notre équipe technique, on a du commercial et du technique, notre équipe technique, pour l'instant, n'a pas été impactée. Donc, en termes si je raisonne à très court terme, je regarde ce qu'il faut reposer comme chiffre dans les 6 mois. D'un point de vue technique, ils sont toujours en pleine charge parce qu'ils ont du développement, ils ont des tests à faire, des FAT, des SAT et ils ont de la mise en service. Ça nous mène jusqu'à juillet. En revanche, là où on a été en perte d'activité, c'est sur les nouveaux devis, les prospections, les prises de commandes de produits tout venant, mais pas sur les gros projets. C'est ça notre réalité. C'est les outils opérationnels, c'est ces types d'indicateurs qui nous permettent de situer là où on en est. Donc, on n'est pas dans le pire. On sait qu'on a poussé une boule d'activité dans notre
plan prévisionnel là, des 6 mois, mais qu'il s'agit de rentrer des projets parce qu'à partir du mois d'août, septembre, le taux de charge va partir à la baisse. On va s'appuyer sur les mesures du seuil de rentabilité. Donc ça, c'est aussi les méthodes. Ça permet un petit rappel là-dessus, mais là, c'est d'une grande utilité. Si vous avez, et c'est là où j'évoque d'un point de vue financier, organisation financière de gestion, ces périodes de crise, si vous n'avez pas visibilité sur un petit découpage analytique de votre activité, vous allez voir que ça va vous gêner. Donc, parce que vous avez différentes activités, vous n'avez pas un découpage comptable, c'est un peu tout mélangé et on veut reposer les chiffres. Il est temps de poser les chiffres et urgent de le faire rationnellement, avec la tête froide, mais il faut le faire et je n'ai pas de découpage suffisant. Et ça va peut-être vous amener dans les mois et années à venir pour visualiser votre business, à mieux découper votre activité pour connaître les typologies d'activités, de business, de clients et surtout pourquoi ? Pour savoir la rentabilité des différentes activités, de poser les chiffres. Vous l'avez peut-être en tête, mais ça vous permettra de poser les chiffres. Quelles sont celles qui génèrent structurellement plus de cash que les autres, puisque là, on travaille sur la traduction de notre business plan en trésorerie. Et ça sera peut-être un axe de structuration, d'amélioration de votre outil de gestion. Et les questions qu'on se pose, poser les chiffres, il y a un avancement. Moi, je parle de rituel. Une fois qu'on a posé les chiffres, il va s'agir effectivement de suivre comment ça se passe. Et suivre comment ça se passe, alors vous ne tombez pas dans mon corps à regarder les commandes tous les jours, mais vous êtes peut-être à regarder ça en amont tous les jours aussi. Se poser la question de là où on en est 2 fois par mois, ça sera bien. À minima 1 fois par mois, c'est-à-dire tous les mois, j'étais sur un rythme de il faudrait prendre tant de commandes, il faudrait avoir facturé tant, j'ai réduit des coûts, on va voir comment j'ai des marges, quelles sont mes marges, j'en suis où pour réagir et ajuster sur cette période de 6 mois. Et après, en fonction de l'avancement de la sortie et du déconfinement, vous allez se passer. Mais pour moi, déjà, c'est à minima. Et qu'il y ait Covid ou pas Covid, c'est à minima 1 fois par mois. De toute façon, on en est là. Ça, c'est un peu les moyens que vous avez à disposition. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Des remarques ou des commentaires ? Non ? Alors, les actions. Alors, les actions, là, je suis volontairement sur la sphère, le prisme, business plan ajusté. Qu'est-ce qu'on doit faire ? L'axe financier, qui est la traduction de tout ce qui se passe en amont et toutes les questions que vous allez vous poser en amont. La première chose, effectivement, que ça pose comme question, même si on le fait généralement à l'époque du budget, si on va plus loin à faire des prévisions et des forecasts, mais ça, c'est pas forcément chez tout le monde et c'est pas forcément nécessaire. Mais en tout cas, là, la période nous impose de nous poser la question sur le dimensionnement de notre activité. Alors, est-ce que vous avez à redimensionner ou pas ? Il y a des activités qui sont en plein boom. Ceux qui ont investi dans les gels électriques, les gels sanitaires, les masques, etc. Tout ce qui là, je pense qu'ils sont partis dans un bon business. Donc, il y a des activités qui en profitent. Les supermarchés, les ventes sur Internet, il y a des secteurs qui souffrent beaucoup moins. Et c'est même tout de suite une opportunité. Eux, ils vont redimensionner à la hausse. Nous, on va se placer dans une configuration où on voit déjà des premiers signaux. On a l'expérience de chef d'entreprise. On s'était fixé des objectifs en début d'année et on voit que ça va être compliqué. Donc là, le travail à faire, poser les chiffres en quelques semaines, dans les semaines qui viennent, c'est effectivement un travail pour redimensionner l'activité de façon roulante. Qu'est-ce qui va se passer dans les 6 prochains mois ? Et puis, qu'est-ce que j'imagine en sortie de crise à 1 ou 2 ans ? Et en roulant, un peu comme la trésorerie, ce que je présentais sur la trésorerie, c'est pareil, mais 6 mois, sur les 6 mois roulants. Alors,
On est en absence complète de visibilité, c'est ça là, mais vraiment. Il y a, sans faire des scénarios dans tous les sens, je dirais le travail, c'est d'en faire deux. Vous faites, d'un point de vue, je suis sur le haut du compte de résultat, tout ce que votre activité va générer en chiffre d'affaires et en marge opérationnelle, en marge. Donc, la marge sur les produits vendus, qu'ils soient fabriqués ou qu'ils soient distribués, la marge sur les ventes de licences, la marge que vous pouvez faire sur vos chantiers si vous êtes à l'affaire, voilà, tout ce que vous mettez analytiquement dans une affaire, un chantier, je parle notamment pour les entreprises de BTP, pour faire un devis et puis après suivre. Donc là, c'est le haut. Avant de parler des charges fixes, si je découpe le compte de résultat en deux. Le premier scénario, c'est le catastrophe. C'est-à-dire, voilà, je me place dans une activité si dans les 6 mois qui viennent, roulant, c'est quoi en termes de baisse d'activité? Alors, c'est là où une petite analytique peut aider sur tel marché, sur telle activité. Donc, un petit peu découper vos activités, pas prendre ça globalement et dire ce scénario catastrophe, c'est là, ça va correspondre à une durée de crise qui va être un peu plus longue et puis surtout une reprise qui va être plus longue. Et là, effectivement, ce scénario catastrophe, géopolitiquement, on ne sait pas où on va. Économiquement, il va y avoir une sortie de perfusion qu'on ne maîtrise pas globalement, notamment, je pense, au mois de septembre. Là, on vit encore parce que l'État est intervenu par l'activité partielle. Mais quand il va s'agir effectivement de débrancher les personnes ou les entreprises, ça peut provoquer. Et ça, là, on ne le maîtrise pas. Donc, le scénario catastrophe appliqué à votre activité, c'est quoi? À la mienne, je suis parti sur moins 50%. Voilà. En disant, bon, on va partir sur moins 50% de commandes. Qui, compte tenu des choses qui sont dans le tuyau, ce qu'on a poussé d'une année sur l'autre, me donnerait tel chiffre d'affaires. Voilà. Et c'est un scénario catastrophe, sur le haut en termes d'activité. Ça peut être plus, ça peut être moins. Non. Et là, vraiment, se dire, c'est ça qu'il faut suivre, bien sûr. Vous allez prendre une hypothèse pour dire la catastrophe, c'est ça. Et puis, quand même, il faut être un peu optimiste, notamment pour les équipes, parce que ça, c'est le point de repère que vous fixez vous. C'est qu'est-ce qui peut raisonnablement se passer. C'est-à-dire, si la durée de crise est relativement courte, s'il y a une reprise un peu plus rapide, ça ne sera pas mon activité que j'avais avant, mais on se situe où entre les deux? Quel est le plus probable? Le probable. D'accord? Mais vous avez 2 points de repère, et notamment un qui est le plancher. Et donc, en découpant votre activité, et c'est là où il faut l'affiner, et vous allez améliorer votre outil de gestion si vous ne l'avez pas, et pour moi, ça fait du sens, c'est que vous allez, pour faire ça, catastrophe est probable, vous allez faire apparaître un peu les éléments qui structurent, qui sont l'ossature de votre activité d'un point de vue de votre activité, mais comment elle se traduit financièrement, votre activité, vos différentes activités. C'est-à-dire, j'ai une société qui fait que des produits, ou qui fait des produits et des services, ou qui fait que des services. Bon, donc, s'il y a un panel d'activités et de typologies, pas les mélanger parce qu'elles n'ont pas la même incidence. Si vous êtes dans une activité de négoce, de transformation, si vous êtes dans une activité d'affaires, tout ça, le dissocier, le faire apparaître bien distinctement, parce qu'il y a des hypothèses de réduction et des contributions qui sont bien différentes. Tout noyer, ça serait la pire des choses. Appliqué à notre activité, là, effectivement, j'ai une activité de négoce, j'ai une activité de prestation. Dans l'activité de négoce, c'est un devis, une commande, je commande auprès de mes partenaires fournisseurs mes licences et mes produits, j'expédie. Donc, cycle assez réduit. J'ai un niveau de marge. Je sais à combien je marge. Voilà. Bon, dans mon scénario catastrophe, en ayant distingué ça, c'est ma typologie de business, qu'est-ce que je pense faire
Ben, ça va être quoi le scénario catastrophe sur cette activité de négoce? Et puis à côté, j'ai de la prestation et des projets clés en main, de mise en place de systèmes, de solutions de supervision, de contrôle commande dans l'énergie, dans l'industrie, etc. Bon, donc ça, c'est quoi? Généralement, en période normale, allez, c'était 4-5 gros projets par an. Combien on pense en avoir? Je sais à combien je marge, puisque c'est de la prestation intellectuelle. Voilà. Et là, j'ai commencé à dissocier. Mon activité catastrophe, bah, ça serait tant sur le négoce et tant sur les prestations que je peux faire. Je peux même repartir des clients parce que j'ai un peu d'activité pas récurrente, mais des clients qui commandent un peu toutes les années. Quel volant de chiffre d'affaires je peux attendre par client? Et là, c'est mon deuxième point, c'est-à-dire que vous allez faire apparaître dans votre activité le récurrent. Est-ce qu'il y a une part de récurrent dans votre scénario catastrophe? Et quel est le niveau de rentabilité de chacune de vos activités? Je ne citerai pas une société avec laquelle j'ai travaillé un petit moment. Elle a 70% de récurrent. Ça va la gêner, elle est dans le monde de l'impression, je ne veux pas la citer. Ça va la gêner, cette crise, par rapport à son plan de développement et de croissance externe. Elle peut vivre 3-4 ans avec le même niveau de chiffre d'affaires. Bon, donc là, la question, c'est vite fait. C'est plus par rapport à son plan de croissance. Hein. Donc, c'est là où la récurrence, quelle que soit l'activité, est intéressante si on arrive à créer ces business models parce que ça joue effectivement sur le niveau, sur la pérennité. Et qu'est-ce que vous pouvez dégager comme récurrent quand vous êtes en train d'établir votre scénario catastrophe et votre plan le plus probable avec le niveau de rentabilité. Et puis, vu qu'on traduit ça, le but après, c'est de le traduire en trésor. Est-ce que j'ai un besoin de financement? Est-ce qu'il faut que j'aille me tourner vers les banques et vers l'État? Quelles sont celles qui, naturellement, génèrent du cash? Qu'est-ce qui en consomme le plus? Mon activité de négoce, à l'évidence, me consomme beaucoup plus de cash que mon activité de prestation. Donc le poids, si ces deux équilibres dans mon scénario est perturbé, j'ai par exemple proportionnellement moins de projets, plus d'activités négoce dans un scénario catastrophe, je vais augmenter mon BFR parce qu'il faut que j'achète le matériel, je vais être payé que 60 jours après, même si je fais un petit acompte au milieu. Bref, le BFR est plus long. Hein. Donc ça, c'est là où je dois positionner le poids et bien représenter ce qui consomme ou pas. Et ça va vous amener, si vous ne l'aviez pas encore imaginé ou posé les chiffres, vous allez voir effectivement apparaître des choses sur vos activités. Qu'est-ce qui est crucial, le 80, ou qu'est-ce qui est fondamental dans votre activité pour générer du cash. Voilà, donc ça, c'est le redimensionnement. Alors, c'est poser les chiffres de devis, de commandes, de clients, selon la typologie d'activité, selon les marchés, pour arriver à la fin de ça, j'ai un scénario probable catastrophe traduit en chiffre d'affaires et en marge opérationnelle. Le haut du compte de résultat. D'accord? Des questions par rapport à ça? Non? Alors, juste un petit point, effectivement. Je vais faire comme ça. Après, effectivement, on va passer à la période, on va passer donc dans la partie basse du compte de résultat. Donc, dans mon cas de figure, j'imagine 50% de commandes en moins. Bien. Avec ça, qu'est-ce que je fais? Bon, je traduis ça en chiffre d'affaires puisque j'ai un carnet de commandes qui court sur l'année. Ça me donne un chiffre d'affaires, donc qui est en net recul, effectivement, par rapport à ce qu'on a pu faire au 31 mars. Dans mon scénario catastrophe que je vais suivre au mois le mois. Donc, je vais suivre les devis, les commandes, effectivement, pour savoir si je suis là-dedans ou un petit peu au-dessus. J'espère avoir touché le fond, évidemment. Hein. Et cet exercice, il faut bien l'instaurer comme un rituel si jamais c'est
la baisse est bien pire que je ne l'imaginais. Alors, la deuxième, une fois qu'on a travaillé sur le haut du compte de résultat et bâti ce plancher, ben, l'idée de base, le fondamental, c'est il n'y a pas à se poser 1000 questions. Il faut arriver d'une manière ou d'une autre à ajuster vos coûts. Quand je parle de coûts, les charges d'exploitation fixes qui ne sont pas liées à l'activité, hein, la main-d'œuvre directe, les achats de matériel pour réaliser vos ventes, hein, le coût des ventes, mais tout ce qui est en dessous, les coûts de fonctionnement, de salaire, des prestations, des charges externes, tout, eh bien, il faut arriver à reposer les chiffres pour ajuster les dépenses, quoi qu'il arrive dans les 6 mois, sur la base du scénario catastrophe. Donc, on ne prend surtout pas un plan probable, un point intermédiaire, en disant, mais si j'ai prévu moins 50%, mais en fait, non, mais on va peut-être faire que moins 30, voilà. Et c'est sur moins 30, non. Si votre sentiment, c'est moins 50, vous avez posé des chiffres là-dessus, par marché, par client, etc. Vous commencez à suivre ça, c'est votre feuille de route. Vous réalignez tout ce que vous pourrez réaligner, ajuster en coût sur cette base-là. Et vous posez les chiffres pour voir ce que ça donne en résultat. D'accord ? Pour voir si vous, en réajustant, parce qu'il est possible de réajuster, on va le voir selon la matrice que je vais vous présenter, est-ce qu'il est, en agissant sur les coûts, en lançant des plans d'action, est-ce que je reviens à l'équilibre ? L'idée, c'est de revenir dans le compte de résultat, ajuster les coûts idéalement à l'équilibre, voire plus, parce que le point mort va baisser, et de réajuster le point mort pour revenir à l'équilibre et donc structurellement générer, pas consommer de cash, pas consommer de trésorerie. Donc, pour ce faire, c'est un peu une démarche qui, si vous ne l'avez pas faite, je pense, est utile à mettre en place et à le faire de façon… Je regarde s'il y a des conversations. Ouais, je regarde les questions en même temps. Alors, il faut que je ferme. Pardon, excusez-moi, il faut que je ferme. Comment ça marche ? Vous voyez toujours mon écran. Hein. Voilà. Donc, cette démarche, c'est, et c'est là où je reviens à votre liasse fiscale, si vous ne l'avez pas fait, etc., c'est la connaissance de votre structure de coût. Qui pouvait être donnée par le contrôle de gestion, mais on n'a pas forcément une fonction structurée de contrôle de gestion compte tenu de la taille qu'on représente. La comptable, si vous avez un comptable en interne, peut vous donner ça de façon plus régulière. La liasse fiscale vous donne cette information. Vous avez, à partir de ça, vous allez cartographier, première étape, vos charges sur la base du dernier exercice, sur la base de la dernière photo que vous avez, les charges fixes. Donc là, je suis sur toute la partie basse, à partir des charges externes par nature, donc toutes ces charges fixes par nature, et vous me faites un joli 80-20 pour ne pas vous noyer. C'est-à-dire, il y a par nature 20% des charges qui vont représenter 80% du montant par nature. Les salaires, selon où vous êtes avec des équipes plus ou moins structurées avec une forte valeur ajoutée en interne, si vous n'avez pas externalisé, il va y avoir des dépenses de communication, de marketing ou des dépenses commerciales. Il va y avoir des loyers, des locations, un 80-20 de toutes ces charges-là. Et surtout, ça va, dans ce scénario catastrophe, déjà après même avoir fait ce tri, vous allez voir, vous avez peut-être ces chiffres en tête, mais au moins vous posez les chiffres sur une base annuelle, effectivement, c'est d'appréhender votre activité financière en disant j'ai un montant, j'ai tant de charges fixes, ça représente tant. Toutes les charges fixes qui vont constituer votre résultat d'exploitation. On simplifie, vous partez sur cet indicateur-là. Eh bien, en fait, ça représente une masse. Cette masse, vous la triez en 80-20. D'accord ? Et
faut bien avoir en tête, effectivement, pour être à l'équilibre, attention, j'enfonce une porte ouverte, c'est votre masse de charge fixe de fonctionnement. Il faut que vous dégagiez le même montant de marge opérationnelle par vos affaires, par vos ventes, pour couvrir ces frais. Ça, c'est le point d'équilibre. D'accord. Donc, vous avez en tête, à l'année, ramener au mois, parce que souvent, on a cette logique aussi et cette démarche d'analyse qui est de dire, tant de mois, j'ai 50 000 de charges fixes à absorber. Voilà. Donc, il faut que je dégage par mes ventes, par mes prestations, 50 000 euros de marge. Sinon, je dégrade mon résultat, je serai juste à l'équilibre. Et puis après, traduit, ça veut dire que je ne génère pas de cash. C'est ça que ça veut dire. Donc, ce 80-20, vous allez avoir ce découpage sur la base de l'année dernière. C'était la photo de l'année dernière. Vous venez d'établir un scénario catastrophe à moins X%. Eh bien, vous allez voir dans ce scénario catastrophe à moins X%, quelle marge opérationnelle vous êtes capable de dégager. Et c'est là où vous êtes en phase de diagnostic, où si vous ne faites rien, vous avez 50 000 euros de charges fixes par mois et que la réduction du chiffre d'affaires d'activité que vous prévoyez dans le scénario catastrophe vous donne, tout mouillé, mais vraiment tout mouillé, 30 000 euros de marge ou 40 000 euros de marge par votre activité, vous êtes en train de creuser un déficit. Il y a un écart de près de 10 ou 20 000 euros entre vos charges fixes et la marge opérationnelle. Votre point mort à monter, puisque vous dégagez moins de marge, on va le voir par les représentations graphiques derrière, moins de marge parce que vous êtes dans un scénario catastrophe, donc en euros, vous en dégagez moins, et vous restez à charge constante. Ça, c'est simple à voir, mais vous dimensionnez. Peut-être que dans votre réalité, ce n'est pas si catastrophique que ça, c'est-à-dire que votre scénario catastrophe vous permet toujours d'absorber les 50 000, pour prendre cet exemple, de charges fixes. Vous allez simplement réajuster pour d'autres entreprises, c'est l'urgence. Donc là, ça vous permet effectivement de voir, de traduire en marge le scénario catastrophe. Et donc, troisième point dans la démarche, qui en découle, vous avez fait votre cartographie des charges fixes, mais déjà en termes d'enveloppe, pour être à l'équilibre, pour assurer l'équilibre du résultat d'exploitation et de la trésorerie, pour au moins dire je ne consomme pas de trésorerie, j'aimerais en dégager, mais j'aimerais surtout ne pas en consommer au moins le mois, parce que c'est un peu le trésor de guerre, c'est par un calcul très mathématique, là, c'est j'avais 50 000 de charges fixes, je ne peux dégager sur les 6 prochains mois en moyenne que 30 000 euros de marge. Bon, l'enveloppe que je dois avoir au mois le mois, c'est 30 000. Où est-ce que je trouve les 20 000 ? Donc, c'est d'évaluer l'enveloppe de charge globale, de charge fixe à ajuster. Quel est l'effort que je dois faire dans l'absolu ? D'accord. Et ça, faut poser l'enveloppe, quoi. Sortir d'une réflexion qui peut être inscrite dans vos têtes, effectivement, pour placer les chiffres et ça, l'avoir constamment comme point de repère. Là, pas de choses plus particulières. Donc là, on pose les chiffres sur la base du scénario catastrophe. Parce que ce qui va se passer, c'est ça. Je vous refais juste un petit schéma. Je ne sais pas si vous voyez peut-être bien ma souris. Si vous avez effectivement un niveau d'activité en période normale de vente, d'accord, donc vous avez, en fonction de votre volume et des euros, vos ventes génèrent un chiffre d'affaires en fonction du volume ou du nombre de projets ou du nombre d'affaires ou du nombre de chantiers qui se dégagent. Vous avez vos coûts fixes, normal. D'accord, ça, je le représente de façon simple. C'est la représentation du seuil de rentabilité avec, proportionnellement à votre activité, vos coûts variables. Alors, dans les coûts variables, la liasse fiscale vous donne déjà une bonne indication de vos coûts variables. Vous allez avoir tous les coûts d'achat, de matière. Moi, ce sont mes achats de licence auprès de mes fournisseurs. Vous allez avoir les achats de sous-traitance, les achats de transport, à chaque fois que vous achetez, et à chaque fois que vous expédiez. Ça, compte par compte,
Si vous n'avez pas cette information, vous pouvez demander rapidement à votre comptable, sans qu'il fasse le calcul, de bien cartographier. Il va vous dire ce qui est variable, ce que vous pouvez considérer comme variable fixe, mais vous allez voir effectivement, vous allez pouvoir dégager la masse de variables et la masse de fixe. C'est cette représentation-là. Et qu'est-ce qui se passe effectivement dans l'activité normale quand on le représente? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, au moment où le coût total qui représente le coût variable et les coûts fixes, eh bien, donc, il y a la somme de toutes nos charges d'exploitation, qu'elles soient liées à l'activité ou qu'elles soient totalement fixes en support, eh bien, au point de rencontre avec nos ventes, vont constituer le seuil de rentabilité. Là où il va falloir que je fasse un chiffre d'affaires, un certain chiffre d'affaires, pour couvrir l'ensemble de mes coûts. D'accord? Ça, c'est simple. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il se passe ça. Si vous ne faites rien, vous faites un plan catastrophe et aucune action sur les coûts fixes, c'est simple. Effectivement, les coûts fixes restent les mêmes. Les ventes, donc vous voyez la courbe bleue, effectivement, descend. Les coûts variables vont suivre également, ils vont baisser, évidemment, puisque vous allez moins acheter. Le coût total baisse un petit peu, mais pas suffisamment. Et le point mort, le point en jaune, eh bien, commence à se décaler. Il faut plus de volume ou plus de chiffre d'affaires pour atteindre l'équilibre. Ça, c'est ce qu'on appelle effectivement l'effet point mort. Le point mort de votre entreprise est en train de monter parce que baisse d'activité indépendamment de ce qui peut se passer sur vos coûts fixes. Donc, tout le travail qu'on est en train de faire là, c'est de ramener le point mort vers la gauche, d'accord, en faisant baisser nos coûts fixes et en travaillant là-dessus. Et là, vous allez voir se dégager effectivement des opportunités, des actions très court terme et des actions plus long terme. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions ou pas jusqu'à maintenant? Pas du tout. Vous aviez ça en tête? C'est un rappel, je ne sais pas si c'est un rappel ou une découverte, mais c'est ce travail-là. Et ça, c'est une notion très, très importante. Alors, je regarde les conversations. Pour l'instant, c'est clair. D'accord. Quant à la question, quand faut-il arriver à l'équilibre en 2020, au plus tôt. Après, donc là, on va lancer les actions. Vous avez en tête quel est l'effort qu'il faudrait trouver. Alors après ça, c'est le monde de la théorie. D'accord? Et en théorie, tout est possible. En posant, c'est mon transparent d'après, les natures de charges, en les positionnant, vous allez voir quelles actions vous lancez. On va traduire les actions en réduction, en ajustement, et c'est là où, selon les plans d'action, vous voyez voir à quel moment vous rétablissez l'équilibre. Si l'équilibre se réduit, donc je dirais la réponse c'est le plus vite, le mieux. Si ce n'est pas possible, si au bout de 6 mois, vous vous rendez compte que dans les 6 mois, vous êtes toujours dans le rouge, y compris avec les actions, ça veut dire quoi? Effectivement, il y a une période difficile à travailler, à passer en termes de résultats. Que si je fais rien, j'ai engagé des actions, ça va se matérialiser par sans doute un retour dans le vert plutôt en 2021. Ça veut dire que j'ai une période de résultats négatifs là. Bon, ce n'est pas la fin du monde. Il faut travailler sur la trésorerie à côté. Parce que si je ne fais rien du côté trésorerie, un résultat négatif me consomme de la trésorerie. Donc, tout de suite, si j'ai cette photo-là, c'est de dire qu'est-ce que je vais chercher du côté, indépendamment de mon activité, de mes prévisions, du côté d'aide pour m'aider d'un point de vue trésorerie, du côté de mes banques, du côté de l'État, du côté des régions. Donc là, il y a des dispositifs pour ça. Parce que l'activité, j'ai posé les chiffres, ne me permettra pas de revenir à l'équilibre malgré toutes mes coupes, parce qu'il y en a qui ne sont pas immédiates, c'est ça qu'on va voir après, mais je préserve. Donc, je vais chercher peut-être des financements, un besoin de financement de trésorerie court terme, où je vais me faire financer des remboursements d'emprunts, etc. Moi, je suis effectivement dans une problématique
qui est baisse d'activité, je vous l'ai dit, je le vois à travers les devis, les prestations, les projets. Très bien. Je vais suivre ça. J'ai coupé un certain nombre de choses. Okay. Je dégage un résultat. Je ne suis pas à passer dans le rouge. En revanche, j'ai une dette de LBO à honorer. Ah, alors donc là, mon activité, bon, cette année, pour la première échéance, ira. La question, c'est qui va se passer dans les 6 mois et l'année qui vient pour la prochaine. Et là, en fonction du redémarrage, si je vois que l'activité, même si elle me dégage un résultat ne me permettant pas d'honorer ces dates, eh bien, j'irai chercher un PGE. Ça, c'est quelque chose que je me suis fixé au mois de septembre. C'est un travail que je fais en parallèle de mon business plan, où j'ai posé le business plan, je traduis en trésorerie et je vois qu'effectivement, ça ne va pas me générer suffisamment de cash. Donc, je vais chercher des moyens en parallèle pour travailler la trésorerie. On déconnecte bien le business plan de ce qu'il est capable de générer lui-même en trésorerie et ce qu'il faut aller chercher comme moyen. Et c'est là où vous avez ces points de vigilance-là. Alors, dans les actions, on a posé les chiffres. On a posé les chiffres. On voit l'enveloppe. Si on ne fait rien, le point mort monte et on en perd le contrôle. Donc, travaillons sur les coûts fixes après avoir posé tous les chiffres. Bien sûr, et poser les chiffres du côté des ventes et de l'activité, c'est un moyen de se dire ça, c'est le pire des cas. Je me suis mis un probable. Je travaille à fond pour le probable, mais je me place dans la situation qui est la pire et je travaille mes coûts fixes. Alors, les coûts, quand on arrive dans la partie vraiment, cette fois-ci, déclinons le plan d'action, je sors jusqu'à maintenant avec une idée de ce que je devrais trouver au mois le mois ou au moins sur une période de 6 mois pour travailler. Et là, en fait, ce n'est pas aussi simple. On va passer de la théorie à la pratique. C'est-à-dire, dans les coûts fixes, les charges d'exploitation ont des réalités et des structures bien différentes. Il y en a qui sont engagés pour une période plus ou moins longue et il y en a qui représentent plus ou moins d'euros dans votre structure, donc la taille de la bulle, c'est la taille de la bulle. Et puis il y en a qui ont un impact direct sur l'activité, plus ou moins direct, ou qui sont complètement en support. D'accord ? Donc, on a 2 axes en fait pour regarder le travail qu'on a engagé à partir de l'analyse que l'on a de nos coûts. On sait que ça représentait 50 000 euros par mois. Je reprends cet exemple. Il y en a qui sont faciles à mettre en œuvre, qui ont un impact rapide, et puis d'autres typologies qui sont beaucoup plus longs à mettre en place, qui vont faire appel à des actions plus structurelles, qui sont peut-être nécessaires, qu'il faut décider maintenant, mais avec un impact en 2021. Et puis, il y en a qui sont plus ou moins négatifs, avec un impact plus ou moins négatif sur l'activité. Je les ai positionnés. Donc, c'est ce travail-là, à partir du 80-20 de vos charges, qu'il faut positionner et à partir de la typologie de vos dépenses. Il y en a une première catégorie, alors effectivement, qu'on retrouve un peu partout, qui est en bas à gauche. Je regarde la question, s'il y en a une. Sinon, il est fastidieux pour avoir des retours. Quoi qu'il arrive, je vais me mettre à ouvrir des fichiers Excel et à faire des plans de trésorerie prévisionnels. Oui, très bonne idée. Si on voulait qu'on vous aide, je peux vous aider. C'est une très bonne idée. J'ai une solution pour le droit social. Ouais. Alors, la partie qu'on va retrouver généralement, ça peut être de différentes natures de dépenses. C'est ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire les trucs qu'on peut décider tout de suite. Ça se met en place, on décide, on met en place, et ça a le mérite au moins d'avoir un impact rapide. Qu'est-ce qu'on va y retrouver généralement ? Malheureusement pour ceux qui sont dans ces fonctions-là, mais les dépenses de marketing, alors globalement, je ferai un bémol après là-dessus, de communication,
dépenses de marketing. Il y en a qui vont se couper d'elles-mêmes. Par exemple, dans le marketing ou la communication, nous, on doit passer par des salons métiers où on présente nos solutions. On devait en avoir. Tout s'est décalé. Et moi, ça a représenté près de 30 000 euros déjà de décalage, hein, pour vous donner des proportions. Donc déjà, mon quick win, il est là. Ça me gêne. Il faut que je trouve d'autres astuces pour rentrer en contact avec des prospects. Mais il y en a qui se décalent. Il y a des prestations, des prestataires. C'est ce que vous voyez, vous l'avez peut-être déjà fait. Malheureusement, effectivement, les contrats à durée déterminée, les prestataires externes, tout ce qui peut être fait en interne, on va réinternaliser des choses. Et puis, dans une moindre mesure aussi, les déplacements. Alors, toujours, j'y mets des nuances. C'est que selon les décisions qu'on prend sur ces natures de dépenses, communication, marketing, prestat, déplacement, il faut faire attention du stop and go et il faut faire attention à ne pas tout karchériser. C'est-à-dire, il y a des déplacements qui sont vitaux et qui sont nécessaires à l'activité. À titre d'exemple, je prends toujours un exemple, j'ai vu et je l'ai appliqué à nous-mêmes, les déplacements, on les a limités, on a réduit nos déplacements. Ça représente quand même, plusieurs dizaines de milliers d'euros. On a réduit là temporairement en disant on coupe ça et on ne se déplacera que pour aller voir des clients. On avait des déplacements. Il se trouve que c'est des déplacements assez fréquents, des clients en mise en service ou des prospects. On avait prévu des déplacements pour aller voir des fournisseurs en Europe, un peu partout en Europe, et par coût de 2 000 – 3 000 euros par chaque déplacement. On a tout arrêté sur les 6 mois. On fera des visios. Voilà. Je ne coupe pas tout. Je trouve la nuance, l'équilibre. Pareil pour les prestataires. On va revenir sur… vous avez des prestations, des prestataires, vous pouvez couper. Alors, soit c'était parce que vous aviez externalisé, ou vous avez des prestations. En faisant une analyse, j'en ai coupé quelques-unes, symboliquement, mais j'en ai coupé qui, finalement, quand on est arrivé, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et puis là, ça a été l'occasion de me dire, oui, effectivement, ça ne sert à rien, je les coupe. C'est quand même quelques euros en moins. Les communications, les salons, ça s'est arrêté un peu, on subit plus qu'on maîtrise. Il faut que je trouve d'autres moyens. J'ai en revanche coupé quelques coms, mais en revanche, je vais faire du mailing. Voilà. Donc, c'est là où vous avez des natures qui sont des quick wins. On va retrouver un peu systématiquement, un peu dans beaucoup d'environnements. Appliquer la mesure et les nuances adéquates pour ne pas aller du blanc au noir. Parce que vous avez le deuxième axe qui est que ça peut avoir un impact négatif sur l'activité. Donc là, vous déterminez des actions. Après, c'est effectivement des actions qui se dessinent. Vous allez avoir des actions qui sont en rapidité d'impact, qui sont, parce qu'on fait appel à l'extérieur, facile à mettre en œuvre. Mais en revanche, si vous les coupez, comme elles ont un lien direct avec l'activité, je pense notamment aux dépenses de R&D, aux dépenses d'investissement. Vous pouvez ne pas faire d'investissement, effectivement. Donc là, toujours la nuance. Identifier dans la cartographie les actions que vous aviez prévues dans ce domaine-là ou qu'il est possible de faire, mais tout en se posant la question, ce type de dépense a un impact sur l'activité à moyen terme. Donc, couper des dépenses de R&D, couper des dépenses d'investissement, attention, c'est faisable, ça a un impact effectivement rapide, mais c'est relativement facile à mettre en œuvre, mais ça peut être dangereux. C'est pour ça que moi je dis toujours, dans ce type de dépenses-là, rapide à mettre en place, quand j'étais directeur financier et qu'on me provoquait un peu sur les plans, on faisait des budgets et puis il fallait toujours améliorer la rentabilité, etc., notamment dans les groupes. C'est toujours la croissance, la course à la rentabilité. Moi, je lui disais, moi, j'ai aucun souci. D'une année sur l'autre, je vous double la rentabilité. D'accord? Ça, je vous coupe tout.
J'étais dans la partie gauche. Seulement, on en reparle dans 3 ans. Voilà, c'était à peu près ça, hein, l'investissement qu'on y met. Après, vous avez des typologies où vous allez placer des plans d'action. Il faut se poser les questions, mais il faut savoir que c'est plus long. Et c'est là où, selon la proportion que ça représente, le 80-20 que vous y mettez, vous avez vous lancez des actions là où il est possible de le faire et par ordre d'impact et selon l'approche 80-20. Vous avez des typologies d'actions où ça va être un peu moins rapide à mettre en place, un peu moins facile parce que les dépenses sont désengagées, comme tous les abonnements. Redescendez tous les abonnements que vous avez. Et il y en a, puisque il y a beaucoup de business models de prestataires qui tentent à développer, parce que ça leur amène du récurrent, des abonnements. Donc des téléphones, des abonnements de mailing, des abonnements d'information, des abonnements d'Internet, des abonnements d'outils informatiques. Quelle en est la liste? Combien ça représente? Qu'est-ce que je peux dénoncer? Qu'est-ce qui est utile ou pas? Parce qu'au-delà de la crise, vous vous posez la question de ce qui est utile ou pas. Et s'il faut, vous désengager. J'en ai fait pour des annonces, pour avoir des informations sur des marchés, sur ce qui peut être des informations très en amont commerciales. J'ai coupé ça parce que je trouvais ça inutile. Ça prendra effet qu'au 1er janvier 2021. Voilà. Mais j'ai enlevé des abonnements. C'est l'action 4. Et puis dans les actions aussi, qui sont encore plus longues à mettre en place avec une mise en œuvre un peu moins facile, mais qui est surtout long, il y a une masse de dépenses dans les contrats contractuels d'assurance, de prestations, de location. Il faut se reposer la question, c'est le bon moment notamment pour les assurances, il y a toujours des bons gains à faire dans l'assurance, 10 à 15% facilement, où vous faites même passer je peux avoir des contacts si vous le souhaitez, des intervenants externes qui vont se rémunérer sur les gains, donc ça ne va pas vous coûter tout de suite, mais en fonction de ce qu'ils vont trouver, et qui vont re-questionner, remettre à plat les prestations d'assurance les droits que vous avez et ce que ça vous coûte. Et par un benchmark, vont redimensionner la ligne. Ça, c'est quelque chose que je vais engager. Ça représente une masse dans notre société, avec la responsabilité civile notamment, et puis les assurances crédits. Je vais engager ça. J'espère y gagner 10%. Ça sera effectif qu'en 2021, mais je vais le lancer là au mois de juin. Les contrats de prestation, donc ça c'est le vrai moment pour se poser cette question. C'est plus long à mettre en impact, à mettre en œuvre, moins facile parce qu'on dépend de tiers, il faut solliciter des réunions, revoir, il y a un temps d'analyse et de traitement de la part du prestataire qui va vous faire ça, mais il y a des gains à avoir là-dessus. Et aussi les locations. La solution que moi j'envisage pas, en tout cas après certains l'ont peut-être déjà engagé, mais il faut savoir qu'elle est la plus longue, la plus coûteuse, la moins facile à mettre en œuvre et qui a un impact sur l'activité, c'est effectivement la réduction d'effectifs. Il faut bien le savoir. Donc là, l'activité partielle permet de réduire les coûts, vous en tenez compte dans votre prévisionnel à 6 mois. Qu'est-ce qui va se passer quand effectivement ce dispositif va s'arrêter? Mais il faut savoir qu'effectivement, ces réductions d'effectifs, là, on est dans l'action structurelle, long terme, coûteuse, pénible et difficile humainement. Et ça vous positionne dans votre 80-20, ce par quoi vous devez attaquer. Les typologies selon ces deux axes, et surtout qu'il est utile de toutes les rebalayer. Il n'y a pas de petites économies. Tout en se posant la question, attention dans ce que je suis en train de décider, le plan d'action que je mets en place pour couper, pour ajuster, est-ce que je ne suis pas en train de mettre en péril l'activité ou de mettre l'activité à terme, mon activité, en danger? À titre d'exemple,
parce qu'il reste toujours une part, on est chef d'entreprise de pari, hein, l'avenir étant certain, il faut se poser des questions en avenir et poser des chiffres en avenir incertain, et on ne saura jamais l'avenir. Dans les dépenses de coupe, j'avais engagé un recrutement au mois d'octobre pour un ingénieur dans l'informatique industrielle. Et ben, on l'a maintenu. Voilà. C'est notre pari qu'on fait. C'est-à-dire cette dépense ici, là, dans la masse salariale, et on vient de le concrétiser. C'est un pari qu'on fait. Évidemment, c'est un pari. C'est quelqu'un qu'on n'a pas débauché. Donc ça, c'est mieux, il était en recherche. Mais au moins, on se donne une chance mutuelle. Voilà. Si jamais c'est la catastrophe et que ça ne sera pas possible, on sera amené à prendre des mesures plus difficiles. Okay. Mais au moins, on aura tenté. On ne lui aura pas fait perdre son temps. Je ne le pense pas. Mais c'est un pari qu'on fait. Donc, il y a des moments où, même dans une logique purement d'ajustement, vous faites des paris parce qu'il y a des projets qui ont été cotés, parce qu'il y a des choses qui peuvent déboucher et qu'on continue, on dirait certains, le show continue, quoi, hein. Donc, il faut maintenir une certaine forme d'investissement et pas tout couper. Est-ce que vous avez des questions? J'ai vu peut-être des choses ici. Non, il n'y a pas de questions spécifiques. Est-ce que c'est clair pour vous? Micro? Ah, je lis les questions. Là, ça va mieux, non? Vous m'entendez? Oui, oui. Ok, très bien. Bonjour. Ouais. Je vous remercie de tout ce que vous nous avez expliqué, effectivement, est très clair. Et le souci est effectivement sur le personnel. Effectivement, c'est une solution, bien évidemment, importante, une décision à prendre. Le seul souci qu'on a, moi je suis dans une activité d'agencement où on a quand même une culture de notre métier. Et sur ce départ de certaines personnes, il va être complètement aléatoire de retrouver des efficacités dans le métier. Ah oui. On n'est pas dans l'industrie, c'est pas un jeton qu'on prend et qu'on jette. Et je sais que mes banquiers, pour nommer généralement, disent que vous devriez les licencier. Ouais, c'est tellement simple, mais c'est tellement compliqué de licencier. On a des gens qui ont des compétences, qui ont leurs défauts, bien évidemment, mais on s'aperçoit que le recrutement est extrêmement compliqué. Et effectivement, on évite parce qu'on croit en l'avenir et effectivement, on est d'accord de parier sur l'avenir. Mais en face, on a des gens qui ne sont pas du tout dans les mêmes optiques que nous. Ils voient la rentabilité absolument. Et nous, on s'aperçoit qu'il y a des fois, on a eu de belles activités, notamment l'année dernière, pour d'autres raisons, bien évidemment. Et là, aujourd'hui, il est hors de question de se défaire de personnel. Parce que le moment où on aura le coup de feu, et on espère l'avoir, on ne sera pas capable de répondre à la demande. Ce passage, il est complexe. Voilà. C'est surtout ça, le recrutement qui est très complexe. Voilà. Pas forcément dans des… Et c'est là toute la quadrature du cercle, hein, c'est ça qui est difficile. Donc là, à notre petite échelle, le pari, il a été de maintenir le recrutement parce que c'est une denrée rare. Donc 7 mois, c'est déjà long. Et puis, il y a quand même des petits signaux. Alors, j'ai des devis dans l'énergie, donc je me dis, allez, ça va sortir. Voilà. Et ça avance, donc ça sera un bon pari. Il y a un pari aussi, là, c'est plus simple. Je voudrais on va rafraîchir notre site internet en termes de com. Ben oui, on va y mettre un billet et je me vois pas décaler d'un an parce que ça fait partie de ce qu'on s'est imaginé autour de la charte graphique qu'on a changée l'année dernière, les messages, là, il faut le faire. Il y a les salons, hein, les salons reprennent en décembre. Oui, là il y en a un qui va important. J'aurais très bien pu dire bon, non, on le fait pas. Alors, bien sûr, j'ai la liberté à quelques mois de couper, mais il y a quand même quelques paris. Il reste de toute façon des paris à faire. Là, la démarche que j'explique, c'est effectivement de se poser la question de dérouler, d'avoir visibilité et qu'il est dans le temps de se poser toutes les questions et qu'il y a des choses qui sont effectivement pas utiles ou excessives. Nettoyer, c'est une bonne période de nettoyage. Oui, mais alors, si je peux me permettre, moi c'est pareil, je suis tout à fait d'accord avec Serge. Dans les sociétés de services, le personnel, c'est du capital immatériel, c'est vraiment essentiel, c'est le cœur de notre métier.
Donc, Oui. c'est l'occasion, par contre, de faire le tri entre ceux qui sont là un peu par hasard et ceux qui sont Oui. essentiels. Et donc, en fait, c'est ça, c'est vraiment ce que vous avez dit tout à l'heure, faire le tri entre ce qui est utile et ce qui finalement est là parce Excessif, qu'on avait les moyens de y compris l'avoir, en mais qui est… compétences. Voilà. Mm. Donc, c'est Oui, vraiment faire le tri, c'est ça. oui, tout à fait. Donc, tout ce plan, enfin, tout ça, c'est là où on voit effectivement traduire ces économies. Alors, vous allez positionner dans le temps. Donc, selon, vous voyez effectivement, selon la rapidité d'impact et l'impact en euros et la rapidité, ça doit être des plans d'action. Hein, c'est voilà, je sors de mon discours effectivement d'idée générale. Il y a des plans d'action où on a décidé de couper ou de suivre ou de réduire ou de revoir des contrats. Moi, je vais lancer les actions effectivement assurance, etc. Je me l'étais déjà un peu fixé. Là, c'est clair que ça confirme parce que il y a des je crois qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui est courtier. Et moi, j'ai travaillé avec un courtier pour un deux partenaires pour le compte d'un client. Ah bah oui, effectivement, j'ai vu. Et je lui dis, pourtant, il travaille avec les fondamentaux, mais c'est incroyable le gain, avec même gain et hausse de prestations, quoi. Donc, il faut se poser toutes ces questions-là, quoi. Et ça va vite en milliers d'euros, hein. Donc, vous allez effectivement les traduire en impact trésorerie sur une échelle de temps. C'est là où vous allez voir, est-ce qu'en 6 mois, j'étais passé, si je faisais rien, je passe dans le rouge, j'arrive à me rapprocher du rouge, je redépasse au-dessus, ou je reste dans le rouge. Auquel cas, si vous restez dans le rouge ou à un niveau faible, attention, donc ça, je fais le lien, compte de résultat trésorerie, un résultat trop proche de zéro ou avec pas suffisamment de marge de sécurité, c'est du cash qui va se consommer. Donc, ça doit déclencher une deuxième réflexion sur quels sont les moyens pour aller me financer si j'ai besoin de financer. PGE, région, les banques, peut-être, comme j'expliquais, faire effectivement des solutions pour aller recouvrer les créances plus vite, tout en payant les fournisseurs. Donc, le message que je faisais passer, c'est dans la trésorerie, soyez citoyens, ne pas créer de rupture de chaîne. On paye les fournisseurs aux échéances. Sinon, si tout le monde fait ça, eh ben, c'est le chaos. Voilà, donc, c'est un peu le message. Mais traduire en trésorerie, et puis ces petites actions, mesurer la réalité des gains tout au long. Est-ce que ça s'est bien traduit, ça a bien été coupé et quelles économies je peux faire. Là, vous allez de votre enveloppe initiale de coûts fixes voir ce qu'il aurait fallu couper et là où vous pouvez, vous allez la proportion que vous êtes en train d'ajuster et sur quelle échelle de temps. Avec des points d'attention, c'est comme moi je l'inscris dans un truc au mois le mois pour savoir si on est dans le scénario catastrophe ou pas, si les coupes se mettent bien en place, si les ajustements se mettent bien en place. Si on n'est pas dans le scénario catastrophe, qu'au bout de 3-4 mois, quelques temps, on s'aperçoit qu'il y a de bonnes nouvelles, ça ne va pas, il faut être agile là, dans les ajustements et vous pouvez là relancer des choses en termes de com, en termes sur les dépenses les plus rapidement actionnables. Et c'est là où je ne parle pas des grands investissements de recrutement, de compétences ou de marché, mais sur toutes les petits, vous allez pouvoir réactionner à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution de l'activité. Et moi, je dis ajuster, oui, mais mettre le futur à risque, non, ou tout n'a pas le misé, non. Ça, il faut trouver vraiment la nuance, notamment dans les compétences, dans les recrutements, dans les marchés, les investissements. Des salons auraient pu se tenir au mois d'août. Il y en avait un important qui s'est décalé dans un an. Je l'aurais fait, même s'il représentait un gros montant parce qu'il est stratégique et il faut être à ce salon-là dans un de nos marchés qui est l'énergie. Bon, il se fera l'année prochaine. Voilà, c'est là où regardez bien. Et pour avoir tout ça, c'est vraiment les équilibres. Avoir en tête les équilibres en termes de charge physique, de marge qu'on est capable de dégager, scénario catastrophe, les devis, voilà, et tous ces petits points d'alerte. À côté, dans chaque crise, il y a des opportunités, c'est-à-dire qu'il y a
dans tout ce travail de réflexion, j'espère que le monde d'après sera différent, ça c'est une opinion toute personnelle, je le crois, dans tous les niveaux. Il y a des besoins clients nouveaux qui sont apparus. Alors on le voit sur des secteurs d'activité dans la grande distribution, etc., où ils ont aussi adapté leurs canaux de distribution. On a gagné visiblement 2 millions. Le chiffre de ce matin, c'est qu'il y a eu 2 millions d'utilisateurs en plus de ventes sur Internet, toute activité confondue. Bon, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a pour des activités eu des opportunités et qui n'imaginaient pas à notamment développer des ventes dématérialisées. Il y en a qui ont fait pivoter leur activité. Là, je ne connais pas vos réalités propres, mais toutes les entreprises qui se sont mises à fabriquer des masques, etc., des gels ou d'autres business, ils sont en train de faire pivoter un peu leur activité pour compléter. C'est une opportunité. Ils ont adapté aussi leurs canaux de prospection. Moi, je disais qu'effectivement, alors moi, à titre personnel, c'est un petit peu plus compliqué parce que nous, 90% de nos entrants, c'est par des salons. Ah, il n'y a plus de salons. Ah, oui, d'accord. Donc là, c'est des démarchages beaucoup plus difficiles, téléphoniques, des mailings. Je change les canaux dans cette période de 6 mois, puisque là, on repart dans nos visites. Mais j'ai perdu le temps là, d'adaptation a fait qu'il a fallu changer nos façons de prospecter. Et puis, financièrement, des opportunités, c'est que vous allez re-questionner des postes de charge, des dépenses, comme je disais, qui étaient peut-être inutiles, excessives, voire inutiles pour certaines. Et là, il ne faut pas hésiter. Donc, il y a des choses nouvelles qui apparaissent en termes de marché, en termes de clients, d'approche du client, de services, qui peuvent être de vraies opportunités. Et puis financièrement, c'est une bonne opération de re-questionnement. Voilà ce que je voulais vous dire sur le business plan. Donc cette démarche, vous l'inscrivez bien comme un rituel avec ses points de repère. Est-ce que vous avez des questions ? C'est maintenant pour les questions, allez-y. Allez-y. Bon, de toute façon, s'il n'y a pas de questions, vous avez la possibilité de les adresser par mail, soit moi-même, je les transférerai à Patrick, si vous avez des questions plus précises, je vais répondre. Je pense qu'on va clôturer, Patrick. Oui, c'est bien. J'espère que ça vous est utile. Voilà, Donc, pas de panique, mais posons les chiffres. C'est ça le message. Exactement. Et puis, même si quand on est dirigeant d'entreprise, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'on était optimiste, parce qu'il faut être optimiste pour être patron de société. Il ne faut pas hésiter à faire aussi les scénarios les moins florissants pour savoir exactement tout ce qu'on peut rencontrer. Donc, pensez bien à ça. Merci Patrick pour cette intervention. Merci. Je suis à votre contact. Si vous avez mes coordonnées mail, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. D'accord. Merci. Je reste à votre. Merci. Très bien. Et puis, juste pour rappel, comme je le disais, il y a encore la semaine prochaine, il y a un nouveau webinaire donc, sur les solutions de financement, mais hors solutions classiques, vous verrez. Par Florence Annelaine. Et on va continuer à programmer des webinaires toute la semaine, un par semaine, je pense encore, sur au moins tout le mois de juin. Et on va certainement continuer comme ça tout le temps. Voilà. Donc, on va parvenir les informations sur ces différents webinaires. Et n'hésitez pas, si vous avez le moins de questions, le moins de besoins sur le sujet, bien entendu, de la gestion financière, besoin d'accompagnement. Donc, il y a des dispositifs que nous portons, mais il y en a d'autres que nous ne portons pas, mais sur lesquels je peux vous orienter. Vous trouvez les bons interlocuteurs et pas que sur le volet financier. Donc, il faut savoir qu'il y a des programmes flash aussi sur plein d'autres thématiques. Toutes celles que vous retrouvez dans Ambition Région, le commercial,
les RH notamment. Donc, il ne faut pas hésiter à en bénéficier pour l'instant. L'ensemble des programmes Flash financés par la région, pour ceux qui ne sont pas clôturés en termes de capacité, ils peuvent perdurer. Les démarrages peuvent se faire encore jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà. Après, on va retourner sur l'offre classique que vous retrouvez, Ambition Région, c'est-à-dire des programmes qui sont financés à 70%, des programmes courts et des programmes longs. Vous pouvez les visualiser sur le site de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Ambition Éco, où là, vous avez accès à l'ensemble des descriptifs des différents programmes qui sont financés à 70% par la région. Mais si vous avez des besoins ou des questions, n'hésitez pas, vous me contactez. Et puis, en fonction de votre besoin, j'essaierai d'identifier l'outil porté par nos partenaires, par d'autres structures. Il n'y a aucun souci pour ça. L'idée, c'est de vous apporter les meilleures réponses potentielles. Voilà. Ouais, écoutez, je vous souhaite à tous une Merci bonne beaucoup. journée. Merci de votre présence. On était 35 ou 36, je crois, 27 maintenant, ce qui est normal, tout à l'heure. C'est à peu près le volant habituel. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci. Bonne journée à vous. Merci Bonne bien. journée, au revoir. Merci. Au revoir.